Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau débat des rendez-vous majeurs qui est consacré pour cette fois-ci à la doctrine et à l'approche terrain post-accident. Donc nous allons échanger comme les fois précédentes pendant 1 heure avec nos experts. On va essayer de garder, enfin c'est pas on va essayer, on va garder le lien avec vous grâce à notre plateforme. Vous pourrez poser des questions sur notre chat, on les conservera, on les récupérera et puis on essaiera dans la mesure du possible de pouvoir les poser à nos experts en sachant que vous êtes très nombreux aujourd'hui et que donc on ne pourra pas prendre toutes les questions. Mais pour autant elles serviront à nourrir le débat par la suite, donc n'hésitez pas à en poser et on essaiera de les poser à nos experts dans un second temps. Le sujet de cette conférence, c'est finalement comment est-ce qu'on monitore après un événement industriel, un incident, pardon, comment est-ce qu'on monitore les effets sur l'environnement et sur la santé. Pour répondre à cette question, on a Karen Perronnet, qui est ingénieure études et recherches à l'INERIS, qui est à ma droite, ici. Et puis, en distanciel, on a Myriam Blanchard, qui est chargée de projet en épidémiologie chez Santé publique France. On va peut-être commencer par Karen Perronnet sur une présentation de la doctrine de l'État et des impacts d'un accident industriel sur l'environnement. Vous pouvez envoyer le PowerPoint pour la régie. Et hop. Bonjour à tous. Super. Merci bien. Je suis ravie de passer cette heure avec vous pour vous parler du post-accident. Je continue à appuyer. D'accord. Ah, ok. Ça se formalise comme ça. Parfait. Donc moi, je vais aborder aujourd'hui le post-accident de la doctrine à l'approche terrain, avec tout particulièrement un focus sur le contexte général et l'approche environnementale et sanitaire. Vous voyez là à l'écran le sommaire. Donc je rebalayerai l'origine de la doctrine pour en apporter quelques éclairages. Et puis, je vous parlerai plus particulièrement de l'approche environnementale et notamment de l'évaluation des conséquences différées des événements, au travers notamment des principes du schéma conceptuel. Et puis, on verra à quelles questions nous pouvons répondre en réalisant des investigations sur le terrain. Ce sera l'occasion aussi de faire un focus sur les outils techniques et les ressources clés. Et enfin, je terminerai sur l'approche environnementale versus l'approche populationnelle, puisque comme on ne vous l'a peut-être pas encore dit, nous allons intervenir à 2 voix. Donc, je vais vous porter des éclairages sur l'approche environnementale et puis Myriam Blanchard sur la partie épidémiologie. Tout d'abord, concernant l'origine de la doctrine post-accidentelle, elle se base en fait sur l'apparition de plusieurs accidents majeurs en France, dont des incendies qui ont conduit à l'émission de substances toxiques à la fois pour l'homme et l'environnement. Alors, ce sont essentiellement des polluants persistants, à la fois inorganiques ou organiques, qui ont cette capacité à se transférer dans la chaîne alimentaire et dans les réseaux trophiques. Les effets peuvent être immédiats, mais il y a aussi des effets chroniques en fonction des milieux qui sont impactés. On peut citer l'air, les sols superficiels, les eaux, les denrées pour les animaux d'élevage ou les denrées alimentaires destinées à l'homme. Donc, on voit clairement qu'il y a eu dans le passé des accidents qui représentaient une menace directe ou indirecte pour la santé humaine et qui portaient atteinte à l'environnement. Là, je vous ai cité 3 événements sur la période 2005-2009. Donc, à la fois des incendies, l'incendie de Saint-Cyprien qui a duré plusieurs mois et qui a contribué à émettre dans l'environnement des fortes quantités de PCB, mais aussi de dioxine furane dans une zone agricole et qui a eu des conséquences vraiment assez importantes. On pourrait citer d'autres accidents sur des exploitations avicoles où des déversements d'huile d'anciens transformateurs se sont répandus et donc ont eu un impact. Donc, il était devenu essentiel et urgent de ne pas attendre les signaux sanitaires tardifs qui étaient mis en évidence lors de contrôles de routine, de contrôles sanitaires. La doctrine s'appuie sur la circulaire du 20 février 2012
qui est une circulaire interministérielle relative à la gestion des impacts environnementaux et sanitaires des événements d'origine technologique en situation post-accidentelle. Elle s'appuie sur 4 ministères qui sont impliqués, le ministère de la Santé, de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Intérieur. L'objectif est vraiment de regarder la dispersion des substances chimiques, mais aussi des effets physiques. L'enjeu de cette doctrine est d'évaluer et de gérer les conséquences différées de polluants émis accidentellement dans l'environnement. Et aujourd'hui, je vais vous faire un focus sur la pollution chimique. Et en réalité, donc, la clé d'une évaluation correcte et d'une bonne gestion de l'événement repose avant tout sur le recueil rapide et fiable des données relatives aux conséquences de l'environnement, de l'événement sur l'environnement et sur la population. Alors regardons ce phasage qui permet de bien situer la phase post-accidentelle par rapport aux phases précédentes. On connaît bien la phase d'urgence, effectivement, qui se tient aux premières heures après l'événement. C'est durant cette phase d'urgence que les secours et les dispositifs de lutte contre les effets directs sont mis en œuvre. Et il s'agit bien là de protéger les biens et les populations. On a ensuite une phase immédiate, qui est une phase intermédiaire, dans laquelle l'accident est maîtrisé et stabilisé, mais on note encore des apports d'émissions de substances dans l'environnement. Et puis on distingue la phase post-accidentelle, qui se caractérise par une situation maîtrisée, enfin en termes en tout cas d'émissions dans l'environnement, et une sorte de retour à la normale. Et c'est cette phase post-accidentelle qui va retenir toute notre attention. Ce qui est réellement important dans ce phasage, c'est le lien entre la phase d'urgence qui va pouvoir alimenter en termes de données la phase post-accidentelle qui, elle, a vraiment pour objectif donc d'évaluer et de gérer les événements des émissions dans l'environnement. Cette phase donc c'est au moment de cette phase post-accidentelle que la cellule post-accidentelle va avoir tout son intérêt justement pour collecter ces informations et puis les partager au niveau des différents services de l'État. Voyons maintenant le contexte réglementaire et son évolution. En effet, celui-ci évolue et il est alimenté par un certain nombre de retours d'expérience. On note ainsi, depuis la circulaire de 2012, l'instruction du gouvernement de 2014 relative à la gestion des situations incidentelles et accidentelles, qui notamment impose une meilleure réactivité de l'exploitant pour réaliser des prélèvements dans l'air, donc les exploitants ICPE, Seveso. Et puis, plus récemment, le décret du 24 septembre 2020, qui est accompagné de plusieurs arrêtés modifiant notamment la réglementation des entrepôts, des ICPE classés Seveso. Et on l'a vu ce matin avec l'intervention de Cédric Bourrier par rapport à toutes les actions suite à l'incendie donc, de Lubrizol et Enel Logistique qui s'était déroulé en septembre 2019. Alors voyons maintenant plus particulièrement cette approche environnementale et sanitaire. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à évaluer les conséquences différées des événements. Je rappelle qu'en termes d'accidents technologiques, il peut être de différents types. Ça peut être un incendie, ça peut être une explosion, une perte de confinement des fluides liquides ou gazeux, ou bien encore un dysfonctionnement du système de traitement de dépollution. En termes de conséquences, on anticipe une dissémination dans l'environnement de substances dangereuses et un certain nombre de milieux environnementaux peuvent être touchés, que ce soit l'air, l'eau superficielle, souterraine, les sols superficiels et les végétaux qui sont destinés soit au cheptel, soit à l'homme.
Sur quoi on va s'intéresser lors de cette évaluation? Deux choses. D'une part, le marquage environnemental, donc délimiter la zone à impacter, typiquement celle qui sera soumise sous le panache de dispersion pour un incendie. Et puis un autre élément, le deuxième élément, c'est est-ce qu'il y a un risque sanitaire chronique par rapport aux usages réels constatés sur place. Et on va pouvoir le faire donc au travers de l'évaluation de l'impact, notamment pour des voies comme des voies d'exposition comme la voie d'ingestion. Dès lors que de l'eau est consommée, des végétaux potagers sont cultivés et là aussi consommés. Les principales substances sur lesquelles on va s'attarder, ce sera davantage des substances persistantes. On peut citer les métaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les PCB, les dioxines furanes par exemple. Alors on voit ici un schéma conceptuel sur lequel on a l'habitude de s'appuyer lorsque l'on fait une évaluation des conséquences différées des événements. On voit ici un incendie qui va émettre des substances dans l'atmosphère et celles-ci vont se diffuser, se disperser, se redéposer et potentiellement impacter un certain nombre de milieux. L'objectif ici va être de réaliser sur le terrain des prélèvements qui vont permettre à la fois de déterminer les risques sanitaires, mais aussi l'impact environnemental. J'ai illustré plus à droite, alors cette fois-ci plutôt une vue aérienne avec la zone où l'incendie se déclare et on voit les différentes zones de prélèvement qui pourront être menées et investiguées par rapport à ces différents milieux impactés. Et on n'oublie pas donc bien sûr des prélèvements en zone témoin qui seront par exemple déterminés en amont éolien du panache. En termes d'évaluation, ou dans le cadre de l'évaluation, on va répondre à trois questions majeures en réalisant donc des prélèvements sur le terrain. Vous les voyez ici. Tout d'abord, quelles sont les substances émises dans l'environnement, alors que ce soit un incendie ou un déversement? C'est une des questions sur lesquelles il va falloir répondre. Alors, on dispose d'inventaires qui, grâce à des retours d'expérience, ont permis de dire que pour tel produit qui brûle, on a tel produit, telle substance qui sont émises. Et puis, on peut très bien compléter cet inventaire-là, le renforcer en évaluant, en déterminant la signature chimique sur la base de prélèvements que l'on va faire au plus près de l'accident, en analysant, par exemple, les eaux d'extinction, les suies, les sols souillés et les retombées atmosphériques. La deuxième question à laquelle on s'intéresse lorsque l'on mène une évaluation, c'est le périmètre du marquage environnemental. Donc, qui va se baser notamment sur des constats visuels, qui peut se baser aussi sur de la modélisation. Et on va réaliser un certain nombre de prélèvements sur le terrain, par exemple sur un transect, en s'éloignant du foyer de l'incendie ou de la zone de déversement. Et puis enfin, pour évaluer les risques sanitaires potentiels auxquels sont exposées les populations, on sera amené à réaliser des prélèvements dans les milieux d'exposition. Et donc là, tout particulièrement sur les sols superficiels, notamment au niveau des jardins privés, mais aussi jardins publics, sur l'eau de boisson si tant est qu'elle a été impactée, et les végétaux potagers dans les jardins par exemple. Donc pour cela, par rapport à ces prélèvements sur le terrain, nous disposons de deux guides techniques rédigés par l'INERIS. Un premier guide qui porte sur l'inventaire, la caractérisation des émissions des polluants engendrés par l'incendie de 5 produits types, qui correspond à l'inventaire des substances émises par rapport à 5 produits. Et le deuxième guide porte sur la stratégie de prélèvement et d'analyse dans le cas d'un incendie, qui permet de déterminer quelle matrice prélever, quelles substances analyser et où les prélever. Ces deux guides vont faire l'objet d'une actualisation cette année, donc vous pourrez prochainement les consulter.
En complément de ces guides techniques, il semble intéressant de vous préciser l'existence de 2 appuis techniques nationaux. Donc vous voyez à gauche le déroulé d'un accident technologique qui, généralement pour une ICPE, va faire l'objet d'un arrêté préfectoral de mesures d'urgence qui va prescrire à l'exploitant la réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact environnemental et sanitaire. Donc là, 2 organismes peuvent intervenir. Tout d'abord, la CASU, qui est la cellule d'appui en situation d'urgence de l'INERIS, qui a une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est activée par le préfet, les SDIS et les DREAL. Et elle sera à même de répondre à un certain nombre de questions quant à la composition des fumées, si c'est un incendie, le périmètre à investiguer et les matrices à prélever. Il y a un deuxième appui technique possible, alors un peu plus loin chronologiquement, qui est le RIPA, le réseau d'intervenants en situation post-accidentelle, qui est composé de préleveurs et de laboratoires volontaires. Ce réseau est opérationnel depuis 2013 et est animé par l'INERIS. Vous voyez sur la carte à droite la répartition de ces laboratoires et préleveurs disponibles sur l'ensemble du territoire, à la fois l'Hexagone mais aussi les DROMCOM. Cette liste-là est mise à disposition de l'exploitant et des DREAL par la CASU. Un mot maintenant sur la temporalité et le périmètre qui est intéressé donc, par cette évaluation environnementale. Vous avez l'accident technologique qui a lieu. Donc, on vient de voir qu'il y a des appuis techniques tels que la CASU, le RIPA, mais il y a aussi d'autres organismes nationaux qui interviennent. Il est mis à la disposition des guides techniques qui vont permettre en fait la rédaction par l'exploitant de l'étude de l'impact environnemental et sanitaire. L'intervention de la CASU et des RIPA se fait dans l'heure et dans les jours qui suivent après l'événement. Et le rendu de l'étude, il faut le temps des prélèvements, le temps de l'analyse, le temps de l'interprétation. On est plutôt de l'ordre de quelques semaines, 4-8 semaines globalement, le temps pouvant être allongé dans certains accidents majeurs. Quant au territoire concerné, c'est le territoire qui sera déterminé, qui aura été impacté par le retombé atmosphérique, par exemple, ou par les déversements, que l'on va considérer au travers du transect et dans lequel sera inclus aussi les zones témoins. En conclusion, par rapport à l'approche environnementale et sanitaire, l'évaluation des impacts environnementaux et sanitaires des accidents est effective et elle se fait actuellement sur la base d'un certain nombre de retours d'expérience, sur la base de guides techniques et d'intervenants ressources comme les appuis nationaux que j'ai pu citer. Les outils techniques mis à disposition sont régulièrement actualisés pour justement tenir compte des évolutions et suivre aussi bien sûr la réglementation. Je finirai par la complémentarité de l'approche environnementale que je viens de vous exposer et l'approche sur les populations que vous exposera Myriam Blanchard. Il y a une complémentarité entre ces 2 approches-là, un traitement conjoint des données et une alimentation mutuelle. L'approche environnementale pourra préciser la nature des polluants qui sont émis ou déversés, précisera les milieux d'exposition qui sont impactés et pourra donner le territoire, le périmètre concerné par cet impact-là. Et l'approche populationnelle, elle, sera en mesure d'apporter des informations sur les signalements, sur les plaintes, sur les recours aux soins tels que les hospitalisations et aussi sur les territoires qui généralement sont superposables mais qui peuvent être aussi plus élargis pour la population.
Donc, pour finir en 2 mots, l'approche environnementale vise en fait au travers de calculs de risques d'évaluer justement ces risques potentiels à partir d'analyses qui seront réalisées au niveau des milieux d'exposition sur le terrain. Je vous remercie. Merci Karen. On va peut-être poursuivre avec Myriam. Vous avez déjà posé quelques questions, mais n'hésitez pas à nous en reposer si jamais il y a des incompréhensions, parfois même des termes techniques que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à nous poser les questions. On y répondra après les interventions. Myriam, vous nous entendez ? Oui. Eh ben, je vous laisse présenter et puis quand vous souhaitez passer un slide, il suffit de nous l'indiquer et on passera le slide suivant. Très bien, merci. Vous pouvez commencer la projection. Donc moi, je vais intervenir en complément donc, de Karen Perronnet en vous présentant le dispositif pouvant être mis en place pour évaluer les conséquences sur la santé d'un accident industriel. Je pense que vous pouvez passer à la slide suivante et encore la suivante. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter ce qu'on appelle, nous, les effets potentiels sur la santé, quels sont l'ensemble des effets possibles, les objectifs d'une évaluation de conséquences sanitaires, comment on organise cette évaluation, quelles sont les données nécessaires, et aussi les défis qu'on doit relever pour pouvoir évaluer ces conséquences. Et je vais vous présenter les outils disponibles, et notamment les outils épidémiologiques. Je vais vous en présenter un certain nombre avec leurs objectifs et leurs limites. Alors, je vous ai mis une petite définition de l'épidémiologie. Donc, c'est la science qui étudie au sein des populations la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans le temps et dans l'espace, et aussi les rôles des facteurs qui les déterminent. Donc, quels sont les facteurs de risque qui expliquent l'état de santé de la population. On peut passer à la slide suivante. Alors, quand on parle d'effets sur la santé, en fait, le terme santé est très large, et nous, on prend la définition de l'état de santé au sens de la définition de l'OMS. Donc, quand un sinistre ou un accident survient, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une pollution des différents milieux qui peuvent être évalués et mesurés. L'exposition à ces différents milieux entraîne une contamination interne dans le corps qui peut avoir des impacts sur la santé physique, qui peut être très variable, comme des irritations, des effets oculaires, des problèmes respiratoires, des problèmes neurologiques, etc. Alors, ces sinistres peuvent aussi avoir des conséquences qu'on oublie souvent d'évaluer et donc que nous, on prend vraiment en compte à travers la vue ou le fait d'avoir entendu l'événement ou d'avoir vu l'événement ou de sentir des odeurs associées à cet événement. Ces impacts-là peuvent avoir donc un impact sur la santé physique et aussi sur la santé mentale. Et puis les conséquences économiques d'un sinistre, donc à plus long terme, souvent peuvent entraîner aussi des impacts sur la santé mentale et aussi sur la santé physique. Alors forcément, la santé physique, la santé mentale ou même la qualité de vie, tout ça, tous ces facteurs-là interagissent entre eux et les uns influencent les autres. Donc quand on va évaluer les effets sur la santé, on va évaluer les effets sur la santé physique, les effets sur la santé mentale et sur la qualité de vie en général. On peut passer à la slide suivante. Alors, quand on évalue les conséquences d'un accident, on a plusieurs objectifs. D'abord, en phase accidentelle, on va essayer de quantifier les effets aigus ou dits immédiats et anticiper les effets potentiels à moyen et long terme. On va identifier les populations exposées, essayer de contribuer à l'identification des dangers, des substances pouvant entraîner ces effets et des expositions possibles. Tout ça pour préparer le post-accident, mais aussi pour guider les mesures de gestion immédiates. En phase post-accidentelle, on va surtout chercher à consolider les informations sur les effets à court terme et caractériser aussi les effets à moyen et à long terme. Tout ça pour détecter de manière globale l'impact sur la santé de l'accident. On va toujours identifier et caractériser les populations à risque. On va chercher à détecter la survenue d'événements de santé de façon précoce pour pouvoir orienter les mesures de gestion. Et puis, on va contribuer à l'amélioration des connaissances sur les facteurs de risque liés aux catastrophes pour se préparer à de futurs événements.
Alors, pour évaluer ces conséquences, on l'a vu tout à l'heure, il y avait l'évaluation des risques, mais il y a aussi tous les outils épidémiologiques qu'on peut utiliser. Donc, c'est ces outils-là que je vais vous présenter. On peut passer à la slide suivante. Alors, là, je vais juste vous rappeler qu'au niveau du déroulement des actions, dès la survenue du sinistre, en fait, il y a une information des acteurs de santé, souvent à travers l'agence régionale de santé, qui va prévenir tous les acteurs du domaine de la santé, qui sont assez nombreux, dont Santé publique France, mais aussi tous les professionnels de santé. Et ces personnes vont évaluer la menace pour la santé publique pour pouvoir mettre en place une prise en charge des personnes. Il est nécessaire aussi, dès cet événement, d'enregistrer précocement les personnes exposées, les victimes, pour pouvoir après les suivre à travers nos études épidémiologiques. Et on va mettre en place un renforcement des réseaux de vigilance et de surveillance. Je vais aborder ce point-là après. Donc, tout cela permet en fait d'orienter dès le début les mesures de gestion immédiate pour la prise en charge médicale et l'évaluation des expositions. Et aussi des mesures de gestion pour éviter les expositions. Alors forcément, il y a des interactions entre chaque niveau, hein, les uns permettant d'apporter des informations pour les autres niveaux. Et à la fin, donc, à travers les études épidémiologiques, l'évaluation des impacts sur l'environnement et la santé, on va pouvoir orienter les mesures de gestion à plus long terme, aussi adapter les prises en charge médicales et éviter les expositions résiduelles. On peut passer à la présentation suivante. Alors, nous, pour pouvoir évaluer les conséquences sanitaires d'un accident, on a besoin d'informations immédiatement et puis actualiser au fur et à mesure de l'avancement des connaissances sur l'événement. Donc, on cherche à avoir des informations sur la zone impactée, qu'elle soit à travers la surveillance environnementale ou la modélisation mise en place. Mais aussi, on a la zone de proximité de l'événement. Quand on parlait d'impact à travers la vue ou à travers le fait d'avoir entendu l'événement, c'est la zone de proximité. Et cette zone est aussi très importante pour nous pour évaluer l'impact sur la santé. Donc dans ces zones, on a besoin de connaître quelles sont les personnes concernées, le nombre de personnes, mais aussi le type de personnes. Est-ce que ce sont des travailleurs? Est-ce que c'est des résidents? Est-ce qu'il y a des membres d'institutions ou des populations fragiles comme des enfants, des hôpitaux, des prisons? Est-ce qu'il y avait beaucoup de touristes aussi? Parce que ces personnes-là, on va avoir plus de mal à les suivre dans le temps, donc il faut les enregistrer très vite pour pouvoir les retrouver, pour faire des études ensuite, plus tard. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi tous les intervenants, tous les travailleurs qui interviennent sur l'accident lui-même, qui sont souvent aux premières loges pour être exposés, donc il faut pouvoir suivre leur état de santé ensuite. On a besoin aussi de connaissances sur les dangers, quelles sont les substances en présence, les voies d'exposition, connaître s'il y a eu des mesures de gestion mises en place pour limiter les expositions, parce qu'on n'évaluera pas les conséquences sanitaires de la même façon. Et donc, tout ça pour nous aider à identifier les risques ou la menace pour la santé de la population et adapter nos études épidémiologiques. Et on peut passer à la diapo suivante. Alors, tout cela, forcément, dans un contexte qui n'est pas facile pour nous, c'est-à-dire que forcément, on est dans un contexte d'urgence. Il y a des décisions à prendre rapidement. Les organisations peuvent être désorganisées, justement. C'est-à-dire, par exemple, les services d'urgence peuvent être débordés. Et dans ce cas-là, la priorité, elle est donnée à la prise en charge et non à l'enregistrement des informations qui nous sont nécessaires. Donc, parfois, on est dans une situation où on a de moins bonnes informations qu'en temps normal. Ensuite, on est dans un contexte social exigeant. On a une pression de la population, médiatique aussi, pour avoir des réponses rapidement sur l'impact sanitaire. Il y a aussi des demandes de réparation. Ensuite, et donc, les gens veulent connaître l'impact sanitaire pour pouvoir demander réparation ensuite. Et puis, on a des fortes inquiétudes sur les effets à long terme de l'événement. Donc, il faut répondre rapidement, mais en n'ayant pas toujours toutes les informations. Dès le début, forcément, les connaissances sur les expositions et les risques sont incomplètes. Elles arrivent au fur et à mesure. Et donc, souvent, on doit mettre en place les études avant qu'on connaisse toutes les informations sur les expositions et les concentrations des substances en présence. On doit aussi mettre en place des outils qui ne sont pas toujours très adaptés à des expositions aiguës.
Et lorsqu'on a des expositions multiples avec des événements particuliers, il est parfois difficile de prévoir les effets et donc de savoir quel effet on va pouvoir suivre. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, on a plusieurs outils pour pouvoir évaluer tous ces effets. Je vous les citer là, puis après je vais vous les présenter plus précisément. Mais on a, selon la temporalité de l'événement, donc on a des effets qui peuvent être immédiats, à court terme, avec une exposition aiguë, mais des effets à moyen ou à long terme. Et selon la nature de ces effets, la temporalité, on va mettre en place des outils différents. Donc on peut mettre en place des surveillances épidémiologiques ou des études spécifiques, comme des études de santé déclarées, un suivi longitudinal ou des études transversales. Donc, c'est des études qu'on va répéter dans le temps pour faire des photographies, contrairement aux suivis longitudinaux qui vont être plutôt, on va suivre la population dans le temps, comme des cohortes. On peut faire aussi des études d'imprégnation de biosurveillance. Et toutes ces études, elles sont réalisées pour nous, dans une démarche de participation, d'approche participative, de participation des acteurs locaux, des parties prenantes, que ce soit les services de l'État ou que ce soit la population. Et donc, on essaye d'interagir avec tous ces parties prenantes pour pouvoir bien comprendre les attentes et mettre en place les études qui vont répondre à ces questions. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, maintenant, je vais vous présenter chacun des outils un peu plus précisément. Donc, on a la surveillance épidémiologique. Donc, elle est mise en place immédiatement dès qu'un événement survient. On la met en place systématiquement, c'est-à-dire même dans des événements même climatiques, tout événement un peu atypique, on va mettre en place cette surveillance épidémiologique. Elle permet de détecter rapidement les effets aigus, les quantifier et adapter les prises en charge. Donc souvent, on a déjà des protocoles standardisés de recueil d'informations. Elle se base sur des outils déjà disponibles, que ce soit la surveillance des recours aux soins, la mortalité. On a un outil qui s'appelle Sursaut qui suit toutes ces informations-là déjà avant la survenance de l'événement. Et donc, on va regarder plus précisément des diagnostics particuliers qu'on va adapter à l'événement. Et puis, on demande au service de coder spécifiquement les passages, par exemple, en lien avec l'événement. Mais on peut suivre énormément d'autres informations, comme les interventions du SAMU, comme les interventions de la cellule d'urgence médico-psychologique, les actions du centre antipoison, des maladies à travers la déclaration obligatoire, les signalements d'odeur qui peuvent être faits aux associations de surveillance de l'air. On fait une veille des signalements par les acteurs de santé. Et donc, on va croiser toutes ces informations pour définir un impact, quel est l'impact sanitaire de cet événement. Alors, on a d'autres outils, un peu moins, on peut passer sur la diapositive suivante, pardon. On a les études de santé déclarées. Alors, ces études, elles sont vraiment pour avoir une approche globale de la santé de la population, au sens de la définition de l'OMS. Elles sont complémentaires à des études qu'on peut réaliser sur le suivi de pathologie. Donc, elles permettent de suivre la santé perçue et la qualité de vie. Donc, on va faire cette étude à travers des questionnaires standardisés. On va poser des questions sur la santé perçue, sur l'exposition perçue, l'environnement de vie, la perception du site, plein de questions qui peuvent qualifier cette santé perçue et la qualité de vie. Souvent, on le fait sur un échantillon représentatif de la population qu'on va questionner soit par téléphone ou en ligne, sur Internet ou en face à face. Et cet outil est très utile parce que ça permet de détecter des événements qu'on ne peut pas identifier autrement à travers nos systèmes de surveillance classiques. Et il y a une bonne corrélation entre l'état de santé déclaré et l'état de santé diagnostiqué par les médecins. Alors forcément, si l'étude est réalisée un peu tardivement, on risque d'avoir des biais de mémoire. Mais quand il y a un événement majeur, la mémoire reste assez bonne pour pouvoir demander à la population de signaler les effets ressentis. Alors, si on passe à la suivante,
Donc, on a aussi toutes les études longitudinales ou transversales qu'on peut mettre en place et les études classiques en épidémiologie. On va évaluer l'état de santé physique ou psychologique de la population pour mettre en évidence une évolution favorable ou défavorable de l'état de santé. Ça nous permet aussi d'avoir des informations qui nous permettent de croiser lorsqu'on a éventuellement un signalement de cluster de maladie. On va pouvoir le vérifier. Et puis, si on détecte un événement particulier, on va pouvoir orienter des investigations complémentaires pour pouvoir confirmer, trouver les causes possibles de cet état de santé. Et donc, tout ça, toujours dans un objectif de définir ou d'évaluer les actions de prévention, de prise en charge à mettre en place. Alors, en général, il y a besoin pour nous de définir une zone d'étude, la population qu'on va vouloir étudier, de choisir les indicateurs de santé qu'on veut suivre. Est-ce que c'est de la santé mentale? Est-ce que c'est quelle pathologie on veut suivre? La durée aussi du suivi. Est-ce qu'on va suivre des impacts à court terme, à moyen et à long terme? Et chose très importante, il y a besoin d'identifier un groupe témoin ou des données de référence. Alors, selon la nature, soit on a déjà des données historiques, soit on a des données de référence en France, soit il faut choisir une population témoin en dehors de la zone impactée. Et cette étude, on peut les faire à travers des questionnaires, des bilans médicaux ou à travers le Système national des données de santé, donc le SNDS, qui recense l'ensemble des hospitalisations, des causes de décès et tous les remboursements de prestations de santé. Donc, c'est une masse d'informations très importante, avec des durées de données disponibles de plusieurs dizaines d'années, ce qui nous permet en fait de pouvoir avoir l'historique sur la zone et de voir les évolutions au cours du temps pour une grande population. Alors, ensuite, on a les études de biosurveillance. Alors, la biosurveillance permet de faire un dosage de marqueurs biologiques d'exposition dans la population qui a été exposée, soit de polluants, soit de métabolites dans les matrices biologiques, comme les urines ou le sang ou les cheveux. Ça nous permet, en fait, son objectif, c'est d'étudier si la population elle est surimprégnée, donc surexposée à un polluant particulier. Donc, on peut le faire soit immédiatement après l'accident, pour identifier les expositions pendant l'incendie, pour des polluants qui pourraient rester dans le corps encore au moment où on fait les prélèvements, soit en post-accident, pour étudier les expositions chroniques. Alors, ça permet de faire le lien entre effets de santé, parce qu'elles peuvent survenir longtemps après, et les expositions. Et puis, alors, cette biosurveillance, elle intègre toutes les expositions, tous les milieux. On dose le polluant ou le métabolite dans le sang, quelle que soit la voie d'exposition. Ça permet d'accumuler toutes les voies d'exposition. Et elles sont souvent couplées à des mesures dans les environnements pour trouver ensuite le facteur d'exposition qui influence le plus cette surexposition, cette surimprégnation. Alors, il y a des guides pour décider si on met en place une étude. Donc, je voulais préciser dans la diapositive. Alors, on ne peut pas mesurer tous les polluants aujourd'hui. Il y a de nombreuses contraintes techniques aussi importantes à tenir compte pour pouvoir les mettre en place. Et on a besoin de valeurs de référence en population générale pour pouvoir comparer ce qu'on va doser. Et puis, on a besoin de les coupler donc, à des questionnaires ou voir des mesures environnementales pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Alors, je vous ai repris quelques exemples en fait, d'études réalisées. C'est loin d'être exhaustif. Mais par exemple, lors d'inondations dans le Var, on a mis en place un suivi à travers les passages aux urgences, avec un codage spécifique des personnes qui passaient aux urgences en lien avec les impacts de l'inondation. On a mis en place aussi un suivi sanitaire des personnes âgées résidant en établissement de santé, parce qu'ils avaient été déplacés en urgence. Donc, on a voulu voir si leur état de santé se dégradait suite à ce déplacement. Lors de la tempête Klaus, un suivi des gastroentérites avait été mis en place à travers les remboursements de médicaments. Pour Xynthia, il y avait eu une étude du soutien médico-psychologique mis en place pour pouvoir l'adapter au mieux en fonction des besoins.
Dans le cas de l'usine AZF, il y avait eu plusieurs études transversales mises en place auprès des élèves, des travailleurs, qui avaient mis en évidence des impacts auditifs notamment et psychologiques. Et il y avait eu, suite à cela, un suivi de cohorte des travailleurs pour voir l'évolution de ces impacts dans le temps. Pour des inondations en zone montagne, on avait mis en place des cohortes prospectives, donc avec des autoquestionnaires pour évaluer l'impact psychologique de l'événement. Et on avait couplé cette étude à une étude sur les délivrances de médicaments. Donc, il y a rarement une seule étude mise en place pour évaluer l'impact sanitaire. Pour les études de qualité de vie, donc les études de santé perçues, la première avait été mise en place à Salindre dans le cadre d'une exposition là chronique à des polluants. Donc, on avait questionné la population sur leur état de santé. Alors, pour la biosurveillance, je n'ai pas d'exemple de biosurveillance en aigu. Plusieurs études ont été mises en place en France dans le cadre d'expositions aussi de chroniques. Mais j'ai retrouvé d'autres études ont été mises en place, par exemple lors d'un incendie en Allemagne. Une étude de biosurveillance avait été mise en place après cet incendie auprès des intervenants. Alors, on voit qu'à travers ces exemples et tous les outils disponibles, c'est que l'évaluation des conséquences sanitaires d'un accident, elle doit se fonder sur plusieurs outils complémentaires qu'on choisit en fonction de l'événement. Donc, il y a besoin de connaissances sur les expositions, sur les populations exposées. On a besoin de connaître les risques pour pouvoir orienter la surveillance épidémiologique et les études épidémiologiques mises en place spécifiquement autour de ces événements. Et on voit que pour pouvoir les mener correctement, l'évaluation doit se situer au cœur du processus de décision. Donc, dès le début, ça nécessite une information régulière des acteurs de la santé sur la nature de l'accident, sur les expositions, pour pouvoir adapter les prises en charge sanitaires et les études épidémiologiques. Et dans l'autre sens, en fait, ces études vont pouvoir contribuer à orienter la prise en charge de la population, mais aussi la surveillance environnementale. Ça nécessite des interactions entre tous les acteurs dès l'accident. Et pour pouvoir ce faire, on a besoin d'une forte préparation en amont des acteurs, avec une organisation, une planification et des outils déjà disponibles avant l'événement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Myriam, pour cette présentation. Alors, on a reçu quelques questions. Je vais peut-être commencer par des questions tout simplement un peu sémantiques de terminologie. Qu'est-ce qu'on appelle une signature chimique ? Alors, une signature chimique, ce sera de pouvoir être à même de préciser quelles sont les substances, les polluants émis par un incendie ou déversés suite à une fuite. Il y a certains matériaux, quand ils brûlent, ils vont émettre des polluants spécifiques. Et donc, on est en mesure d'assurer des prélèvements dans les milieux que j'ai cités tout à l'heure et de réaliser des analyses chimiques qui va permettre de déterminer la présence ou non de ces polluants dans l'air ou dans les eaux d'extinction, par exemple. Et un autre terme qui fait réagir, c'est le terme de transect. Qu'est-ce que c'est qu'un transect ? Alors, le transect, le mot, je l'utilise ici lorsque on a un incendie qui va donc émettre un panache, des retombées atmosphériques. Et le transect, c'est cette ligne qui s'éloigne du site et sur lesquelles on va avoir donc des concentrations très fortes au plus près du foyer et des concentrations qui vont diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne. C'est ce concept-là que j'exprime au travers de transect. D'accord. Est-ce que ces diagnostics post-catastrophe ne conduisent pas à mettre en évidence une problématique de pollution chronique, toute émission confondue, finalement plus prégnante ? Est-ce que la question, est-ce que finalement l'impact lors de catastrophes, il n'est pas plutôt chronique en fait, sur de la pollution chronique ?
Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Alors, je vais apporter une réponse et peut-être que Myriam pourra aussi intervenir. Il y a certains polluants, lorsqu'ils sont émis lors de ces catastrophes, hein, que ce soit incendie ou déversement, qui vont justement engendrer une contamination et une exposition chronique du fait déjà de leur présence dans certains milieux, et on sait qu'ils vont y rester un petit moment. Typiquement, les dioxines furanes, leur temps de demi-vie dans les sols est de la dizaine d'années. Donc, on sait qu'ils vont être présents pendant un certain temps, un certain nombre d'années, qui ne vont pas disparaître comme ça facilement. Donc en termes d'exposition, l'exposition va réellement devenir chronique puisque dans le jardin ornemental de votre habitation, par exemple, ces polluants vont rester. Et donc vous serez exposé pendant un certain nombre d'années. Et puis les polluants ont donc un effet effectivement chronique. Certains polluants ont un effet chronique sur la santé. Sur la santé. Myriam, vous souhaitez réagir peut-être? Non, je n'ai pas plus d'informations que ça. Ok. Est-il envisagé un suivi continu à proximité des Céveso, de l'état de l'environnement, afin de bénéficier de données avant-après accident, et donc de permettre aussi des alertes en temps réel, par exemple? Alors, c'est un peu moins ma partie, mais je suis en mesure d'y répondre puisqu'il y a des surveillances autour de certains sites Céveso, et donc ils vont justement nous permettre d'avoir des concentrations dans un certain nombre de milieux avant une catastrophe, hein, si jamais elle se produit. Et c'est effectivement grâce à cette surveillance-là qu'on va pouvoir être à même de dire s'il y a un marquage environnemental ou non sur les milieux sols, sur les milieux hauts. Donc c'est vrai que la surveillance autour de certains sites Céveso, que ce soit la surveillance mais aussi l'état initial, va nous servir de comparaison si jamais un accident se produit et que des prélèvements sont de nouveau réalisés. L'exigence de réponse rapide de la population sur les impacts sanitaires n'est-elle pas issue d'un manque d'explication du processus et de présentation d'un calendrier clair indiquant que les analyses vont être faites à telle date, les résultats obtenus à telle date et leur exploitation à telle date? La question du calendrier, vous la posez peut-être à tous les deux. Je pense que la réponse est dans la question. Et effectivement, il y a des fortes attentes de la population qui sont tout à fait légitimes. Et je l'ai entendu dans les présentations précédentes, juste avant nos interventions là. C'est vrai qu'il faut... La population est capable d'entendre un certain nombre d'éléments, encore faut-il le leur dire, de ne pas cacher que des analyses sont en cours, que les résultats ne sont pas encore là, qu'il faut du temps d'analyse, mais du temps aussi d'interprétation. Et plus on sera transparent sur ces délais, sur ces jalons, mieux on pourra communiquer avec la population et on répondra à leurs attentes, ça c'est sûr, oui. On a une question plus spécifiquement pour Myriam. Les outils de surveillance et d'information que vous avez mentionnés, sont-ils disponibles au public directement sur Internet? Et si oui, sur quel site? Comment est-ce qu'on peut les retrouver? Alors, sur le site de Santé publique France, vous avez les rapports qu'on a pu réaliser en fait, dans le cadre de chaque incident. En fait, à chaque fois qu'on réalise une surveillance, il y a un rapport qui est rendu public. Et donc tout est sur le site de Santé publique France. Ensuite, pour la surveillance en continu, il y a aussi une page dédiée qui explique comment elle fonctionne, sur quel outil, comment c'est réalisé. Et puis, je vous ai cité aussi pour la biosurveillance où il y avait des guides aussi pour certains outils. Vous évaluez les impacts sur la santé de l'homme, mais est-ce qu'on peut aussi évaluer l'impact sur la santé des écosystèmes? Je pense que c'est un peu ce que vous faites finalement. Alors, on le fait au travers des investigations. Les investigations que j'ai présentées là, c'est vrai, sont plutôt orientées vers l'homme, mais on est tout à fait en mesure de réaliser des investigations pour les écosystèmes. Et l'OFB, l'Office français de la biodiversité, intervient notamment comme un acteur et va réaliser ces prélèvements. On a aussi une question sur ce que vous disiez tout à l'heure, Myriam.
La réglementation demande de connaître la composition des fumées en cas d'incident feu, mais comment savoir à l'avance, en raison de la diversité possible des produits pouvant être impliqués dans un feu, quelles études, organismes peuvent aider à cette évaluation? Grosso modo, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir évoluer, pour pouvoir analyser une fumée alors qu'on ne sait pas encore exactement ce qui a brûlé, quoi. C'est peut-être d'ailleurs plutôt vous qui avez évoqué ça, en fait, Karen. Alors, sur certains matériaux, on a une idée du fait du retour d'expérience de ce qui est émis. C'est ce que je notais au travers d'inventaires. Donc, on a une connaissance. Et puis, c'est vrai que c'est important de savoir ce qui est stocké, ce qui est brûlé, pour pouvoir justement faire des prélèvements assez rapidement pendant cette phase intermédiaire entre la phase d'urgence et la phase post-accident, de faire des prélèvements, ce qu'on appelle des prélèvements conservatoires dans notre jargon, qui vont aider justement à établir cette signature chimique. Quel est le coût et la durée de vie et la durée d'une enquête de santé et de qualité de vie telle que celle qui a été faite à Salindre? Alors, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre. Ok. Arrive-t-on réellement à faire des liens de cause à effet entre les expositions dues à un incident et l'exposition quotidienne à de multiples substances? Myriam, peut-être. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Pas de problème, je vous la répète. Arrive-t-on réellement à faire des liens de cause à effet entre les expositions dues à un incident et les expositions quotidiennes à de multiples substances? Oui, Alors, il y a deux questions. En fait, c'est le lien de cause à effet entre l'accident et l'effet de santé qu'on étudie. En effet, c'est rarement c'est difficile de faire ce lien, et donc on a besoin de comparer justement avec des populations de référence ou avant-après l'événement, pour comparer l'état de santé de la population. Et puis, c'est cette évolution qui nous fait suspecter un lien avec l'événement, et notamment avec les connaissances sur les polluants émis par l'événement et la plausibilité du lien avec l'événement. Mais le lien de causalité est très difficile à établir. Et après, la deuxième question, je pense que c'était pouvoir dissocier l'impact de l'événement de l'impact de l'exposition courante. Et en effet, on est exposé tous les jours à de nombreux polluants, et il est assez difficile de voir la surexposition liée à l'événement par rapport à l'exposition courante. Et là aussi, c'est la comparaison avec des populations témoins ou avant-après l'événement qui nous permet de voir s'il y a un changement dans l'apparition des événements de santé. Alors, notre partenaire, la CFDT, pose aussi une question. Quelle intégration des parties prenantes dans l'élaboration, le suivi et l'information des conclusions des études post-accident, pardon? Karen. Je vais commencer et Myriam complétera. Alors sur les derniers accidents majeurs, l'implication des parties prenantes s'est fait notamment au travers des comités de transparence et de dialogue. Alors pour ne pas citer l'incendie de Rouen, par exemple, je pense qu'il y a encore des progrès à faire. On le sent bien, il y a des outils, il y a des instances qui existent. Ça a été l'occasion de nombreuses discussions juste avant nos interventions avec la mention des comités de suivi des sites, les fameuses CSS, mais aussi les S3PI. Donc il y a des instances qui existent. Je pense qu'elles méritent d'évoluer pour intégrer davantage cette phase post-accidentelle. Myriam? Oui, en complément, je l'ai abordé un peu dans la présentation, mais dans le cadre des études santé, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de pouvoir intégrer les parties prenantes dans nos travaux. Donc on essaye de mettre en place l'approche participative. Alors pour ceux qui ont un peu suivi les différentes études, à chaque fois on a essayé de faire un peu différemment pour améliorer cette approche. Dans le cadre de Lubrizol, on a mis en place cette approche en mettant un sous-groupe du comité de transparence. Et ce sous-groupe est en charge de nous aider à comprendre les questions que la population se pose, à associer ces parties prenantes dans la démarche, définir les objectifs des études,
le protocole de l'étude jusqu'à l'interprétation des données. Mais c'est un processus qui est long, qui nécessite aussi du temps. Quand on parlait tout à l'heure du temps pour pouvoir réaliser les études, pouvoir associer les parties prenantes, ça nécessite de prendre plus de temps, de se poser pour travailler avec eux. Et donc, ça retarde d'autant plus la sortie des résultats, mais par contre, ils répondent sans doute plus en adéquation avec les attentes. Alors, on nous demande plus particulièrement sur la question des études participatives, ce que vous pensez de l'étude participative EPSEAL qui a été faite à Fos-sur-Mer. Alors, je pense savoir de quoi il a fait référence. Je pense que c'est l'étude qui a été menée sur le nombre de cancers qui a été développé autour de Fos. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ce qui avait été... Ça a été mené on a entendu parler il y a quelques mois, ou 1 ou 2 ans peut-être. Il y avait des conclusions qui avaient été sorties sur l'étude. Bref. Voilà, moi j'ai aussi une question peut-être sur Lubrizol. Comment est-ce que Lubrizol finalement a changé un peu vos méthodes et a impacté vos méthodes? Enfin, j'imagine que ça a été un gros chamboulement, chambardement. Alors effectivement, on a impacté, puisqu'au niveau, je vais parler de l'INERIS, on a des travaux qui sont en cours sur le post-accident, on a des opérations bien identifiées, et l'incendie de Lubrizol Enel Logistique, je dirais, a mis en évidence quelques trous dans la raquette, on va dire les choses comme ça, et donc a renforcé un certain nombre de nos travaux, notamment l'actualisation de guides techniques, et puis pour intégrer ne serait-ce que les prélèvements surfaciques, avoir des protocoles plus standardisés et de bien cadrer les prélèvements sur place. Donc il y a un certain nombre de travaux que l'on mène cette année, qui vont se poursuivre et qui vont permettre d'améliorer les pratiques. Myriam, comment est-ce que Lubrizol a impacté votre manière de travailler? De la même manière, on va dire que l'événement a permis de voir là où on manquait de réactivité ou ce qui manquait, puisque au moment de l'événement a entraîné peu de recours aux services de soins en fait, et on avait plus de mal à évaluer l'impact sanitaire. Donc on a vu que il fallait améliorer ce travail-là. Donc ça va être des démarches aussi qui vont être menées de trouver des moyens de mieux évaluer rapidement l'impact sanitaire de l'événement sous toutes ses facettes, comme on l'a présenté tout à l'heure, et puis de pouvoir le faire de façon la plus réactive possible. Donc il y a encore beaucoup de travaux, et notamment aussi sur la biosurveillance. On va pouvoir améliorer aussi énormément cette partie-là au sein de l'agence. Alors on arrive à l'issue du débat. Est-ce que je peux vous demander à chacune une phrase, une idée clé que vous aimeriez faire ressortir, qu'il faudrait qu'on retienne de vos interventions? Karen? Alors pour ma part, on voit bien que la difficulté majeure dans les situations post-accidentelles, c'est d'être réactif, hein, même si l'effet se fait ressentir beaucoup plus tard, il faut réagir pendant l'événement. On a un certain nombre d'outils qui existent, on a des approches complémentaires, donc il faut continuer à faire parler, communiquer les acteurs, faire circuler les informations. Tout ça avec la finalité, bien sûr, de répondre aux préoccupations de nos concitoyens, et on œuvre dans ce sens-là. Myriam? De la même manière, je retiens les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une forte collaboration entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs de la santé et les acteurs en charge de la surveillance environnementale, pour pouvoir mener au mieux nos travaux et évaluer au mieux l'impact sanitaire de la population, dans l'objectif de protéger leur santé actuelle et puis future aussi. Ce sera le mot de la fin. Merci vraiment à toutes les deux d'être intervenues et d'avoir participé. Merci à vous tous qui êtes derrière vos écrans, d'avoir posé plein de questions. C'était très intéressant. Je vous propose de suivre la conférence de clôture sur le site. Et puis, je vous dis au revoir.